Mon attachement à la France, le fait de l'avoir quitté, c'est un attachement qui s'est révélé. Il était réel, mais peut-être que dans la contrariété d'un jeune de banlieue, d'un jeune noir de banlieue, où en fait on a affaire à justement à des struggles, à des combats du quotidien, etc., euh, et qu'on n'est pas bien compris et pas bien intégré et tout ça, là, ben, j'avais pas le temps de me relever de ça et de révéler ça. N'écoute pas les peurs et les beaux parleurs, moralisateurs. Youssoupha, on te retrouve pour un 7e album. Ouais, Amour suprême, ouais. programme. Carrément. Cette nouvelle étape dans ta carrière, bah oui, parce que tu parles de carrière hein, quand même. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que tu as voulu dire à travers cet album à tes fans? C'est avant, je jugeais mes albums par rapport à leur cadence de ma création musicale. Maintenant, ils m'accompagnent dans ma vie d'homme parce que finalement, au bout du 7e album, j'ai passé plus de temps dans ma vie à faire du rap qu'à être un individu lambda qui n'est pas artiste. Et donc, du coup, c'est la structure de ma vie d'adulte, de père, de frère, de mari aussi. Et j'en suis à ce stade-là où les albums sont, au début de la carrière, c'est un peu la vision qu'on a sur le monde. Et là, c'est plutôt la vision qu'on a sur soi. Euh, on devient modeste parce que on avait plein de certitudes qui se sont calmées. Pas que la passion n'y est plus, la passion, elle est toujours vive. Mais par contre, euh, on, on a moins de jugement, de certitude sur les gens et les choses. Par contre, on se voit évoluer, changer, se remettre en cause, partir. Et, et je trouve de plus en plus pertinent de parler de ça. Et c'est ça que j'ai envie de partager à ceux qui me suivent. Et parce que c'est ça aujourd'hui aussi dont je sais le mieux parler. Qu'est-ce qui, selon toi, a beaucoup changé justement où tu te dis tiens ça c'était le Youssou d'avant et ça m'a fait changer. Il y a plein de choses. Déjà, la première chose, c'est mine de rien, même l'environnement géographique dans lequel j'ai grandi. J'ai commencé le rap, j'habitais dans une cité HLM du 95. J'étais arrivé en France depuis quelques années, donc c'était les frustrations d'un jeune immigré dans un pays qui ne comprend pas, dans dans une caste sociale dans laquelle on l'a mis et où il doit se projeter, mais dans lequel il ne voit pas ses perspectives, parce que j'en voyais pas le bout, quoi. C'était pas la vie dont je rêvais. Et donc, cette frustration-là et ces combats-là étaient dans mes chansons. Même s'il pouvait y avoir aussi l'émotion, la tendresse et tout, mais il y avait quand même cette dureté-là. Et puis après, grâce à la musique, au début mes études, mais après la musique, ça m'a un peu libéré de ma condition, même si c'est dit de manière un peu trivale, mais il y a un peu de ça, parce que le fait d'aller par exemple à la fac, j'étais sur Paris, c'était plus le quartier, c'était plus la banlieue, ça m'a sorti de là. Et puis après, au début, le centre de ta vie, c'est tes potes, c'est ton rap, et puis tu rencontres une fille, tu commences à passer ta vie avec elle, et t'apprends une autre approche des choses. T'es papa, ça te change encore. Tu déménages, tu gagnes de l'argent, euh, tu aides tes proches, le regard sur toi change. Et avant, c'était l'environnement qui était ton sujet, et maintenant, en fait, le sujet, c'est devenu toi, parce que à travers ce que tu deviens, ben, tu en apprends beaucoup sur les autres et sur toi-même. Et puis après, quand je suis retourné en Afrique, ça m'a donné encore un autre recul. Donc rien que par rapport à mon cadre de vie, ça a déjà changé mon approche. Et comme le rap, pour moi, je l'ai toujours vu comme une musique d'authenticité. À partir du moment où je suis authentique, ben, ma vie d'il y a 20 ans n'est plus celle d'aujourd'hui. Donc mon rap a changé avec ça. Je crois que tu es retourné en Côte d'Ivoire en 2016 quand tu t'es Exactement. tu as fait des allers-retours, Ouais. etc. Euh, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu as retrouvé à l'époque, j'ai relu ce que tu disais. Ouais. Je reparle aussi dans l'album, hein, sur mon je l'ai cité, on m'a reproché. Enfin, Ouais. quelle que soit ma décision, on va aussi me le redire. Est-ce que là, les années ont passé, cette décision de partir, euh, voilà, tu es vraiment 1000% clair avec ça et ça t'apporte des choses positives? Cette décision de partir, au départ, effectivement, on pouvait prendre ça comme un risque. En tout cas, mon environnement, mon entourage de France
mes amis, mes collègues, les gens avec qui je travaille le prenaient, ils respectaient ma décision, mais il y a quand même l'image de l'Afrique, ouais, tu repars dans un truc entre guerre, maladie, ils pensent vraiment que les gens s'égorgent dans la rue, etc. Et moi, du coup, mon discours où je disais, je pars là-bas pour ma paix d'esprit et une meilleure qualité de vie, ça ne matchait pas du tout avec l'image que les gens se font de l'Afrique. L'Afrique, c'est les problèmes, c'est la complication. Comment tu peux... Alors, tu vis en Europe, tu peux envisager une meilleure qualité de vie en Afrique. C'est deux paradigmes qui n'arrivent pas à cohabiter et je peux le comprendre, mais c'est une vue de l'esprit, une perception, parce qu'aujourd'hui, le recul des années est passé par là et effectivement, ma qualité de vie est meilleure et tout. Je le disais lors de mes précédentes interviews et tout ça, là, et ça s'est confirmé. Par contre, ce qui est encore plus nouveau, et je le dis dans l'album, en partant de la France, j'ai peut-être réalisé que j'aimais ce pays. C'est un paradoxe. C'est-à-dire que mon attachement à la France, le fait de l'avoir quitté, c'est un attachement qui s'est révélé. Il était réel, mais peut-être que dans la contrariété d'un jeune de banlieue, d'un jeune noir de banlieue, où en fait on a affaire à justement à des struggles, à des combats du quotidien, etc., et qu'on n'est pas bien compris et pas bien intégré et tout ça, là, ben, j'avais pas le temps de me relever de ça et de révéler ça. Et en fait, le fait d'être en paix, quand je reviens, j'ai su que j'avais de l'attachement à la France par rapport au fait que ce qui se passe dans le pays depuis quelques années m'affecte. Alors que j'aurais presque parié qu'en partant, ben peut-être que je n'aurais rien à faire. Maintenant, je suis parti, allez, je m'en fous. Et ben non, ça m'affecte. Ça m'affecte. Ça m'affecte parce que je suis attaché. En fait, je vais parler comme un... Je pensais même pas que je pouvais parler comme ça. Je dis ça même à mes proches. Parce qu'en fait, je me sens attaché à mes compatriotes, en fait. En fait, je me rends compte que je suis français et que, oui, effectivement, toutes ces années où j'étais là, je me voyais comme un Africain, comme un Congolais, comme un Sénégalais que je suis par ma mère et un Congolais par mon père, et un Africain en général, mais qui est en France. Mais mes enfants sont nés dans ce pays. J'ai rencontré ma femme dans ce pays. Je me suis marié dans ce pays. J'ai fait mes disques dans ce pays, etc. Et mon public, il est dans ce pays. Mon staff, mes meilleurs amis et tout. Et c'est mes compatriotes, en fait. C'est mon histoire de vie. Et quand je vois ce que la médiocrité dans laquelle on peut les mettre à travers le message médiatique, à travers le message politique, ce dont parle au quotidien, etc., ça me navre pour eux. La structure basique comme ça voudrait que, vu que je suis passé à autre chose, je devrais m'en foutre. Et non, je m'en fous pas. Ça m'affecte. Ça m'affecte. Tu vois, il y a la chanson de... Chaque fois, je sors cet exemple-là. La chanson de Alain Souchon, La foule sentimentale. À un moment, dans le refrain, il dit il faut voir comment on nous parle. Et en fait, c'est ça que ça m'évoque. C'est-à-dire que quand je reviens et que quand j'allume la télé et je vois comment on parle aux Français, je vois comment on les traite, je me dis c'est indigne du peuple et du pays que c'est, qui est aussi le mien. Et je vois ce pays plus grand que ça, beaucoup plus grand. Ce qui te navre, ou même peut-être ce qui te révolte encore quand tu t'entends parler, c'est quoi? C'est la classe politique qui se dramatise, c'est Ouais. une espèce des ruptures qui font des blocs, enfin qu'il y a moins de fraternité. Qu'est-ce que je... Oui, effectivement. Alors, il y a des exemples de choses qui me navrent. Il y en a plein, mais par exemple, les choses simples et banales. Et je le prends vraiment avec beaucoup de recul, même si j'ai mes convictions à moi, mais j'essaie de rester neutre quand je regarde ça. Mais par exemple, on sent une fracture dans le pays, une fracture sociale et entre les gens, alors que c'est le pays qui m'a fait rencontrer d'autres gens. Moi, avant de venir en France, je ne connaissais pas de Portugais. Moi, je ne connaissais pas d'Algériens. Moi, je ne connaissais pas d'Antillais. J'en avais jamais vu de ma vie. Je ne connaissais même pas de Camerounais, de mon Kinshasa natal. Je ne connaissais pas de Marocains, je ne connaissais pas d'Égyptiens, je ne connaissais pas... Tout ça, c'est des gens que j'ai rencontrés en France. Et du coup, quand ce pays sépare les gens dans le discours
politique, dans la posture et dans le comportement du quotidien et les réactions des réseaux sociaux, etc. Ça me fait bizarre. Pareil, moi, avant de venir en France, de mon Kinshasa natal, j'avais jamais rencontré, je sais pas, de juifs, moi je suis musulman, mais je connaissais pas une aussi large communauté musulmane comme il y en a ici. Il y a certaines religions que je n'avais jamais rencontrées. Je les ai rencontrées ici. J'ai trouvé que finalement c'était une bonne chose parce que ça m'avait élevé de connaître des gens différents de moi. Et du coup, maintenant qu'on éclate les gens, ou au contraire, on les rejette par rapport à leurs croyances, leurs couleurs, leur identité culturelle, en voulant faire un espèce de standard français qui n'existe pas vraiment. Personne ne sait répondre vraiment à cette question. C'est quoi un Français type? Ben, ça me navre, ça aussi. Ça me navre. Et même ce dont on parle, c'est un grand pays dans sa ruralité, c'est un grand pays dans ses quartiers, dans sa culture, dans son art, etc. Et les débats, quand je reviens en France, que je vois des débats pendant 3 semaines sur Aya Nakamura, je fais vraiment 3 semaines sur ça. C'est vraiment, on aime ou on n'aime pas Aya Nakamura, moi je l'adore, hein, mais c'est pas la question. Vraiment 3 semaines sur ça. Vraiment, c'est ça la hauteur du pays. Waouh, ok. Passer des fois 2 semaines médiatiques, je sais pas, sur le Burkini, des trucs comme ça. Je me dis, waouh, c'est... Enfin, genre, c'est vraiment ça, le pays de Prévert, de Malraux, de... Ok. Enfin, moi, ça me choque. Moi, ça me choque. C'est vraiment ça, le pays de Montaigne, c'est vraiment ça, le pays de la Sorbonne. Je trouve que c'est décalé. Autant de médiocrité pour un pays qui peut aspirer à autant de grandeur, je trouve ça décalé. Et j'ai dû partir pour m'en rendre compte, en fait. Non, là, dans tout ce que tu dis, on entend cet amour de la diversité. Ouais. C'est cette... Que j'ai appris ici. Hein. Je n'ai jamais autant découvert la diversité qu'en France. Et pour revenir à ton album, qui s'appelle Amour suprême, toi, justement, c'est quoi l'amour suprême? Un type de... Suprême, c'est pas écrit n'importe quel adjectif. Non, c'est un adjectif très fort. Amour suprême parce que je voulais un titre d'album qui évoque autant l'amour inconditionnel que une certaine forme de foi et de spiritualité qui va même au-delà de la religion, même si je respecte énormément la religion. Moi-même, j'ai grandi dans ça. Beaucoup de religions autour de moi en plus. Mais c'est encore au-dessus de ça. Et suprême, c'est pour montrer au fait une forme de foi en nous-mêmes, aux gens qui nous entourent, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, à leurs différences, et même d'une manière générale au grand tout, la nature, la création, tout ce qui peut se retrouver, tout ce à quoi on peut faire face, qui va dans notre sens ou alors qui ne va pas dans notre sens. Dans Dieu est grand, je disais, on peut s'aider même si on se connaît à peine. C'est-à-dire que souvent ce truc de, par exemple, moi je suis français, je suis de nationalité française, mais quand on dit ouais mais les étrangers, les aider ou quoi que ce soit, quand on ramène par exemple l'entraide, la solidarité, juste sur un critère de papier, on devient un peu médiocre. En fait, et c'est pas un discours hippie hors sol quand je dis ça, c'est juste du bon sens que, en même temps, on forme une humanité, c'est-à-dire que quand des gens sont dans notre secteur, dans notre pays, dans notre entourage ou quoi que ce soit, même quand on les connaît peu ou pas ou peu, on peut s'aider, on peut les élever. Eux aussi peuvent nous aider et nous élever. Et on peut apprendre d'eux comme ils peuvent apprendre de nous. Et en fait, je ne vérifie pas les papiers de quelqu'un quand je le rencontre ou quoi que ce soit. Et les papiers ne font pas des gens meilleurs ou moins bien, etc. J'ai l'impression qu'on est trop intelligent pour avoir cette logique-là. Parce que c'est comme ça que aussi les religieux, là j'ai parlé de statut patriotique, mais les religieux aussi, musulmans, juifs, chrétiens, ont des fois cette logique-là qui je trouve aussi pathétique. C'est-à-dire que les musulmans vont penser que quelqu'un qui n'est pas musulman, certains musulmans peuvent penser que ouais, non, il n'est pas valable ou pas. Ou les chrétiens peuvent parler pareil, les noirs par rapport aux blancs, les gens des quartiers par rapport aux gens des... Et à partir du moment où on a ces mécanismes-là, où on met les gens, on met le jugement avant de prendre la considération et ce qui peut nous élever chez les gens, on a déjà perdu.
Et c'est pas juste un discours de sympathie et de solidarité. C'est juste du bon sens et de l'intelligence et de l'élévation. Ça, c'est des valeurs pareilles que j'ai appris en étant ici. C'est l'école d'ici qui m'a appris ça. Et je comprends plus qu'on puisse pas, qu'on ait basculé et que maintenant, on a besoin que des cases fonctionnent de manière verrouillée, vérolée et stupide en plus. Mais là, tu as dit aussi quelque chose d'important. Tu as parlé de l'école publique. Oui. Euh, ça c'est aussi un fondamental des services publics et notamment de l'école. Oui. L'école qui élève, toi qui t'a permis d'écrire, Oui. permis aussi peut-être de prendre un moment pouvoir et de te réaliser. Effectivement, l'école d'ici, l'école publique dans laquelle je suis allé, ça m'a appris, ça m'a renforcé. Et tout n'est pas parfait, on va le dire clairement. Mais il y avait quand même quelque chose de bien, du bon sens, entre l'empathie, la culture, la curiosité. Tu sais, c'est les romans du Petit Prince, hein, j'invente rien, tu vois. Dans ces cas-là, écoutez pas Youssoupha, je lisais Saint-Exupéry et je ne l'ai pas trouvé, moi, on me l'a fait découvrir comme tout le monde. Mais c'est navrant que même ce type de valeurs-là, ça soit remis en cause. Euh, euh, comme les valeurs de la différence, comme les valeurs de se connaître, d'apprendre à se connaître, de changer aussi. Une certaine forme de noblesse par la culture. Non, là c'est juste le précaré du repli communautaire, patriotique, national. Et ça fait son petit bout de chemin et je suis mal à l'aise avec ça. C'est un pays, ici, je vis plus ici, mais je suis inquiet quand même au quotidien de ce que devient le pays et ce que ça devient pour les Français. Et ça me fait mal au cœur pour les gens qui habitent ici. Et tes enfants aussi qui sont nés Ouais. ici, tu consacres un morceau tu dédies d'ailleurs un morceau à ta fille. Ouais. Quel âge Elle a 9 ans. Voilà, qui est encore petite. Le mot qui m'est venu, c'est un peu un hymne que tu lui as adressé. Cette chanson, elle est venue de la volonté d'un père qu'elle en prenne connaissance vraiment de la profondeur des textes plus tard. C'est comme quelque chose que tu livres, tu vois, un peu un bagage. Ouais. Tu lui mets pour lui dire, toi, ça va aller. Et tu peux être toi. Il y a presque un côté féministe, moi, j'ai trouvé. Donc, Ouais. tu peux me raconter un petit peu. Alors, ouais, non, bien sûr. Dieu est grande, c'est un morceau qui est important pour moi et pour comprendre comment il est arrivé, il arrive dans une séquence où sur mon précédent album, j'avais fait une chanson qui s'appelle Mon Roi pour mon fils et qui avait marché de manière très forte et tout. Beaucoup de gens m'en ont parlé et tout. Alors du coup, c'est parti d'une blague de moi et mon épouse qui disait ta fille, elle t'attend au coin et tout, elle te guette et tout, elle était encore petite, mais elle disait j'ai écouté la chanson de mon frère. Un jour, elle est rentrée avec les yeux mouillés dans notre chambre. On dit pourquoi tu pleures. Elle dit je viens de comprendre mon roi. Et ça nous a touchés et tout. Et ma femme, elle dit là, faut y aller. Là, tu vois, les rois, c'est cool, mais il y a ta fille qui est là. Et le réflexe simple, ça aurait été de faire une chanson qui s'appelle Ma reine. Mais je voyais quelque chose de plus grand. Et j'explique pourquoi. C'est que j'ai été un petit garçon, donc mon roi, finalement, j'ai écrit aussi mes obsessions, mes peurs, mes petits traumas de petit garçon, des choses que je voulais écrire en tant que petit garçon, mais j'ai pas été une petite fille. Et sauf que être une petite fille, être une femme, en Afrique, en Europe, en Amérique, partout sur Terre, c'est pas anodin. J'ai pris assez vite conscience que je ne pouvais pas juste faire une chanson qui dise « Ma reine, tu es belle et tu es mignonne ». Parce que quand on a dit ça, on n'a rien dit. Et quand on a dit ça, on a fait une chanson juste déclinée, une chanson de garçon déclinée pour les filles. Et c'est pas ça qui m'allait. Et je voulais quelque chose de plus grand. Et cette formule-là, Dieu est grande, m'est venue à l'esprit. Parce que si je savais que ça allait mettre mal à l'aise les hommes. Et d'ailleurs, depuis que le morceau est sorti, les hommes ils disent « Ouais, mais le titre, il est blasphématoire. Comment Dieu au féminin ?» Je me dis « Ah, comme quoi il y avait vraiment un sujet. » Du coup, j'ai bien fait de l'appeler comme ça.
Et effectivement, je voulais quelque chose qui, bien sûr, se consacre à ma fille, mais qui, d'une manière générale, euh, casse les complexes et casse aussi une espèce de domination qu'on met quand même de manière insidieuse quand même dans la tête des petites filles, des filles, des jeunes filles et des femmes même à un âge avancé, il y a toujours une espèce de complexe qu'on essaie de foutre dans la tête des filles sur la validité de leur pensée, de leur intelligence, sur le complexe sur leur corps, euh, toucher beaucoup à leur indignité ou à leur dignité justement. Euh, Souvent c'est le truc facile hein, pour attaquer une fille, les garçons. Nous on est toujours un peu cool. Et filles, ouais mais toi quand tu fais ça c'est excessif, t'es une garce, enfin c'est facile. Il y a une corde sensible sur ça, donc ça pouvait pas être un morceau anodin. Et je voulais que ça soit plus grand que le titre précédent. Même si j'aime mon fils de tout mon cœur et que je me reconnais dans la chanson de mon fils. Mais là, je voulais que ça aille plus loin et qu'effectivement, ça l'accompagne dans toute sa vie. T'es pas obligé de vouloir être mère, t'es pas obligé de vouloir être reine. N'écoute pas les hommes, n'écoute pas les ordres, n'écoute pas les codes qui disent de la merde. Apprends encore à aimer ton corps, à aimer tes formes, à t'aimer toi-même. On a nos valeurs et nos traditions. Si ton amoureux t'emmène en balade, dis-lui bien que c'est lui qui paiera l'addition. Dis-lui que c'est l'impôt sur le patriarcat. Tu m'idéalises, mais même ton daddy est paternaliste. Faut que tu me pardonnes, dites à ces messieurs, c'est bien prétentieux d'apprendre la vie à celle qui la donne. C'est une chanson, beaucoup me disent que c'est une chanson qui a une force féministe, mais moi, j'ai pas l'impression de l'être féministe. Moi, je le suis pas. Je suis un homme qui a grandi avec des clichés d'hommes. Et je le dis dans cette chanson, je dis, ouais, ben, ton daddy, il est paternaliste parce que j'ai grandi dans des vestiaires de foot, dans des groupes WhatsApp de mecs. Et donc, non, j'aurais vraiment pas la prétention de dire que je suis féministe, etc. Mais j'ai arrêté d'avoir la prétention d'apprendre la vie à celle qui la donne. Voilà. Est-ce qu'on pourrait te coller l'étiquette de déconstruit du coup? Euh, En déconstruction. Mais je ne suis pas déconstruit, non. Non, 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 non. Faut me voir dans un stade de foot, je redeviens très, très con. Non, déconstruction non achevée. Mais de temps en temps, je me soigne, on va dire. Je me soigne. Ma fille et mon fils seront meilleurs que moi. Voilà. Bah, c'est bien, c'est cet héritage que tu veux laisser quand tu fais ces chansons-là. Oui. C'est important. Est-ce que c'est aussi, et sans jugement aucun, l'âge qui fait ça? Ouais. D'arriver à un certain âge, est-ce que toi, tu te vois un peu, ou est-ce que d'autres générations de jeunes rappeurs, par exemple, te font remarquer un peu ton statut de daron du rap? Ouais. Non, mais... Qu'est-ce que tu fais de cette image? Bah, quand aujourd'hui, avec le recul, l'âge, la carrière et tout, des fois même quand je rencontre des jeunes rappeurs et tout, ils parlent, je dis, on dirait qu'ils parlent à Akhenaton. Sauf que je suis devenu le Akhenaton de ma génération. Donc ça m'a toujours fait rire, mais au début ça me faisait bizarre, je le prenais, je blaguais beaucoup avec ça, et finalement je le prends avec beaucoup de tendresse. Et j'assume assez de... euh, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai renoncé à être parfait parce que ça, c'est mort. Mais par contre, je renonce pas au fait que la transmission, ceux qui vont nous suivre dans le rap ou alors mes enfants dans la vie, soient meilleurs que nous. Ça, j'ai pas renoncé. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on en rigolait, mais c'est quand même pertinent. C'est-à-dire que quand je dis une déconstruction en cours, c'est-à-dire que non, c'est pas du renoncement, mais je ne pense pas que je serai déconstruit. Mais par contre, je peux faire en sorte que mon fils soit un peu meilleur que moi en tant qu'homme et que ma fille, elle puisse pas se faire mettre à l'amende par des hommes comme ça a pu être le cas pour mes sœurs, pour mon épouse et toutes les femmes qui ont été de ma génération. C'est pour ça que dans Dieu est grand, je dis oui, tant que tu peux, il faut défier les rois. Pourtant, c'est les rois que j'ai encensés dans la chanson d'avant. Mais je lui dis, bah, tu vois, tout ce qu'ils vont te dire, eux, bah, tu peux le remettre en cause. Et voilà, cet album-là, ça soigne aussi ça. Tu vois, il y a un morceau qui s'appelle Faire mieux, qui parle de ça aussi. Ça parle de ce que moi, mon entourage, comment en tant qu'homme, comment en tant que rappeur, comment en tant que papa, comment en tant que mari, ce que j'aurais pu faire mieux, tu vois. Et ça
prétends pas que je suis meilleur. Mais mode d'emploi, si la prochaine fois, si on avait une autre vie B et on pouvait faire mieux, qu'est-ce qu'on essaierait de faire? Voilà. Pour finir sur ce que tu disais, effectivement, on voit une évolution. C'est-à-dire, j'essaye que quand je partirais, j'aurais fait un peu de mieux. Ouais. Et j'aurais appris quelque chose, quelques petites choses, et puis peut-être j'aurais transmis ça à d'autres. En tout cas, il y a aussi un petit sous-titre dans l'album. Il y a cet état d'esprit-là. C'est bien que tu le fasses remarquer, de laisser quelque chose de lumineux quand même. On apprend des fois des plus jeunes. Je suis allé voir le concert J'étais sur la fin de mon album, je suis allé voir le concert d'un jeune rappeur qui s'appelle Moa, qui faisait partie d'un groupe qui s'appelle la MZ. Et il a fait un album très pop, très joyeux et tout. Et sur scène, je connais pas bien sa musique, mais c'était cool et tout. Et à un moment, il dit on nous a mis trop de haine dans le cœur. Et effectivement, c'est vrai. En tant que jeune de quartier, je me suis reconnu dans ça. Et je disais, waouh, c'est super mature de sa part parce qu'il est en train de traduire quelque chose que je ressens, même à mon âge, et que je suis en train de transmettre. Et du coup, j'ai dit, c'est ça que j'essaie de faire passer dans mon album. C'est-à-dire qu'on nous a mis trop de haine dans le cœur, et pendant longtemps, j'ai eu besoin. Alors moi, je l'ai transformé en rage, en colère, en passion aussi, notamment dans mes premiers albums. Mais comme, grâce à Dieu, ma carrière, elle a la chance de durer, et ma vie a pu avancer aussi, j'ai envie que, maintenant qu'on ne reste pas sur cette haine-là, maintenant qu'elle est expulsée, qu'on reste sur un peu de lumière. Donc du coup, j'ai l'obsession comme ça, sur cet album-là, d'appuyer sur cette envie de lumière. C'est pour ça, il y a des titres comme Faire mieux, Prier sans crainte, Suprême, Amour suprême. Tu vois, Dieu est grande. Je tiens vraiment à ce que, allez, s'il y a une photographie avant qu'on arrête le rap ou qu'on passe à autre chose, ou même qu'on ne sera plus de ce monde, qu'on ne reste pas seulement sur nos struggles et ce qui nous a pu nous faire souffrir, même si je ne le renie pas et que ça reste réel. Mais qu'on reste aussi sur ce qui peut nous élever, ce qui nous a élevés, qui a manqué à nous élever, mais au moins, on peut le transmettre aux autres qui viennent après. Comme ça, ils s'élèveront plus vite et plus haut que nous. Un dernier mot sur la scène rap, parce que je peux pas te laisser partir si on parlait de la scène rap. J'ai fouillé pour préparer cette interview, j'ai retrouvé en 2018, tu t'avais donné une interview Weekend Media. Tu disais que le rap avait gagné une bataille culturelle, mais qu'il restait largement stigmatisé. Depuis, c'est l'hégémonie dans les charts, c'est ce qui plaît en tout cas majoritairement au public, même s'il faut voir aussi la big picture et que ça. Il y a les flammes aussi, il y a plein de choses. Comment tu vois les choses? Est-ce que ça évolue quand même un petit peu? Est-ce qu'il reste un fossé? Voilà, moi je voulais avoir ton avis un peu de... Ah non, c'est... Non mais effectivement, c'est très pertinent d'en reparler avec le recul des années, maintenant que le rap a évolué et que c'est la musique largement numéro 1 aujourd'hui, et en volume et en ce qu'elle propose dans ce pays. Et tout ça s'est fait, alors je ne dis pas qu'il n'y a rien eu, mais il n'y a vraiment pas eu grand-chose des institutions culturelles établies de ce pays. Et moi, je l'avais déjà dit, même dans des précédentes interviews, j'en veux aux papis du rock qui ont été stigmatisés eux-mêmes, à un moment d'avoir stigmatisé le rap dans les festivals, dans les institutions, etc. Et aujourd'hui, le rap génère de l'argent et dans les charts, à ses propres cérémonies, et on est au top, on a des structures, des labels, etc. Et ça, c'est génial. Cependant, je commence à craindre, et j'espère pas que ça va se réaliser, mais avec le recul des années, on est au top. Je commence à craindre qu'à un moment, ce qui nous a permis de nous élever, parce qu'au fait, on a été dans la débrouille, vu qu'on nous a stigmatisés, on a été obligé de muter, de se réinventer et tout ça, là. J'ai peur que le confort du succès et de l'abondance, et maintenant que les portes sont largement ouvertes, que la créativité stagne, que la vision et la cause plus grande soit mis au chômage ou soit négligée ou quoi que ce soit et qu'on ait du mal à se réinventer. J'ai un peu peur de ça. On n'est pas encore arrivé à ça, mais ça y est, c'est un peu nous les bourgeois.
Et je le dis, je stigmatise personne, je m'inclus dedans. C'est-à-dire que c'est génial aujourd'hui de faire du rap. Hein. Tout le monde veut du rap partout. Moi, je suis dans des projets de variété. Il n'y a pas eu longtemps, il y a eu une émission sur France Télévisions pour Balavoine. J'étais appelé. Vraiment, c'est top. C'est super, c'est génial. Gazo, il est artiste de l'année avec Vianney. C'est génial. C'est super. Mais une fois que ça s'est dit, dans l'histoire de l'art, et je le dis souvent même dans mes équipes, de l'inconfort naît la créativité. Là, en ce moment, on est très confort. Trop confort? Je sais pas, mais du coup, faudrait en faire quelque chose de ce legacy culturel, en tout cas de cette domination culturelle, en tout cas dans les charts. On n'est pas encore dominateur chez les décideurs. Les décideurs, ça reste encore la France établie, la vieille France est encore aux manettes. Mais sinon, dans la tête des gens, et surtout des jeunes gens, on est devant. Il faut qu'on en fasse quelque chose de grand. Et donc, autant d'habitude, j'ai beaucoup tapé sur les institutions, mais là, c'est pas pour taper sur le rap et notre monde, mais faut qu'on reste vigilant. Et j'ai l'impression que ces derniers temps, on est peut-être un peu distrait. J'espère qu'on sera digne de notre succès. Dans les sujets, alors, tu ne t'aménages pas. Dans les sujets, en fait, dans la forme comme dans le fond. Dans les sujets, et quand je dis ça, je ne dis pas seulement parce qu'il est important d'avoir des sujets graves ou engagés socialement ou quoi que ce soit. Non, il peut y en avoir. Je trouve qu'il y en a trop peu, mais il peut y en avoir. Mais on n'a pas obligé de faire un rap qui est que engagé. Le rap peut être léger et faire avancer quand même le schmilblick. Mais dans le fond comme dans la forme, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on... Comment se formule l'expression se redormir sur ses lauriers? Voilà. Se reposer sur ses lauriers. Voilà, c'est ça dont j'ai peur. Et puis à un moment aussi, faut pas qu'on s'habitue à ne rien dire. Effectivement, le rap entertainment, moi j'en ai produit énormément, mais les artistes que je produis, c'est des artistes de fête et de célébration, donc j'assume, je suis vraiment à l'aise avec ça. Mais il ne faudrait pas qu'on prenne l'habitude de ne rien dire. Parce qu'on s'est quand même construit dans le combat. On a gagné des combats, mais si à un moment, je vais dire ça de manière crue, mais c'est le fond de ma pensée, si à un moment on génère moins d'argent, qu'on vend moins de disques, on va se rappeler quand même qu'on est des noirs de quartier et on va nous ramener à notre condition. Donc ce qui nous protège là, c'est le succès et l'argent. Si on ne fait pas quelque chose de plus grand, on redeviendra des mecs de quartier, des jeunes noirs de quartier. Donc, il faut qu'on fasse plus grand. Faut garder le micro. Exactement.